Au début de l'année 1959, un groupe d'étudiants passionnés de sport de glisse a décidé de se réunir et de partir en expédition de camping à travers les montagnes de l'Union soviétique. L'objectif était de traverser environ 300 km dans les montagnes de l'Oural, une région complètement isolée du monde, caractérisée par une nature sauvage et impitoyable. Le but était d'atteindre un point précis, puis de revenir au point de départ. Le groupe était dirigé par Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie radio âgé de 23 ans. Tous les membres du groupe étaient des professionnels hautement qualifiés dans les sports de glisse et les aventures en plein air. Mais malheureusement, leur expérience et leur professionnalisme ne leur ont pas permis de survivre à la rigueur de la nature. L'expédition s'est transformée en un incident terrifiant et mystérieux, dont les détails restent une énigme jusqu'à ce jour. L'équipe était composée de 9 membres, en plus du leader Igor Dyatlov. Le 8 janvier, les jeunes ont réussi à obtenir un permis officiel du conseil régional pour organiser l'expédition, qui comptait au total 10 personnes, afin de garantir la crédibilité de l'entreprise. Le but de ce voyage était d'escalader le sommet du mont Otorten, situé entre les montagnes de l'Oural et le désert de la Sibérie nouvelle. Le mont était à environ 10 km du lieu où l'accident allait se produire, ce qui signifie que l'équipe n'a pas atteint sa destination finale. L'équipe est arrivée dans une région appelée Kholatsyakhl, un terme de la langue des Mansi, une tribu locale, signifiant « montagne morte ». Ce nom a été donné en raison de l'isolement total de la région, si bien que, sans l'incident, peu de gens en auraient entendu parler, à l'exception des tribus locales. Le chemin choisi par l'équipe pour leur ascension était classé parmi les itinéraires de difficulté moyenne, catégorie 3, ce qui signifiait qu'il pouvait être parcouru sans corde, simplement avec de l'escalade manuelle. Le principal défi résidait dans l'escalade de la montagne en février, la période la plus difficile de l'année en raison des conditions climatiques extrêmes, où les températures chutent considérablement. Cependant, cela n'a pas découragé l'équipe, qui était bien préparée avec des provisions et des vêtements adaptés, et avait une grande confiance en ses capacités. De plus, tous les membres de l'équipe possédaient des certificats de compétences en escalade de montagne de niveau 2 et étaient sur le point d'obtenir leur certification de niveau 3 après leur retour de cette expédition, ce qui en faisait une dernière opportunité d'entraînement. Le matin du 25 janvier 1959, le groupe arriva à la ville d'Ivdel, où ils louèrent un véhicule qui les mena jusqu'à la dernière zone habitée en direction du nord. De là, ils commencèrent leur marche vers la montagne. Le 27 janvier, alors qu'ils étaient en route, un membre de l'équipe, Yuri Yudin, dut faire demi-tour en raison d'une fatigue soudaine. Il souffrait de problèmes de santé tels que des rhumatismes et des maladies cardiaques. Bien qu'il ait été déterminé à continuer avec le groupe par obstination, la fatigue l'affecta rapidement et il ne put poursuivre l'expédition. Il décida donc de retourner à Ivdel. Les 9 autres poursuivirent leur chemin. Avant leur départ du dernier point habité, Dyatlov avait convenu avec le club d'escalade auquel il appartenait d'envoyer un télégramme pour informer de leur arrivée dans la ville habitée. Ce message devait être envoyé le 12 février, comme convenu précédemment. Cependant, lorsque Yudin retourna, Dyatlov lui expliqua que l'arrivée pourrait être retardée en raison des conditions météorologiques. Les jours passèrent, et le 12 février arriva sans qu'aucun message ne soit envoyé, puis les 13, 14, 15, 16, 17 et 18 février passèrent sans nouvelles. Les familles des jeunes disparus commencèrent à s'inquiéter et demandèrent aux autorités d'envoyer une équipe pour les chercher. Une équipe de volontaires de leur club d'escalade partit en mission, suivie par une équipe de sécurité de l'armée et de la police, tandis que des hélicoptères furent envoyés pour les rechercher depuis les airs. Les recherches continuèrent jusqu'au 26 février, lorsqu'une découverte terrifiante fut faite. Lorsque le camp a été découvert, tout était éparpillé et les tentes déchirées, comme si une grande confusion s'était produite. Mikhail Charvin, l'un des étudiants bénévoles et le premier à arriver sur les lieux de l'accident, a décrit que les tentes étaient détruites et couvertes de neige, et que tous leurs effets personnels étaient restés dans le camp tel quel. À travers les traces de pas, il a été déterminé que l'équipe avait coupé les tentes en fuyant quelque chose, et qu'ils étaient sortis soit pieds nus,
soit uniquement en chaussettes ou même avec une seule chaussure, ce qui indiquait qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer. En suivant les traces, ils arrivèrent à la lisière d'une forêt voisine, à environ 500 mètres de là, où ils trouvèrent les corps de Yuri Doroshenko et Georgi Krivonichenko, qui n'étaient vêtus que de leurs sous-vêtements. Près d'eux, il y avait les restes d'un petit feu et des branches d'arbres brisées jusqu'à 5 mètres de hauteur, ce qui amena les enquêteurs à penser qu'un membre du groupe avait tenté de grimper à un arbre, soit pour chercher un endroit sûr, soit pour fuir un danger imminent. À mi-chemin, entre le camp et l'arbre, des corps étaient dispersés dans des positions différentes. Ce qui était étrange, c'est que la plupart d'entre eux étaient sans les vêtements lourds qu'ils auraient dû porter, bien que les températures de ces jours-là aient été entre 25 et 30 degrés Celsius. Les opérations de recherche des autres membres de l'équipe ont continué pendant 2 mois complets, jusqu'en mai, où 4 des grimpeurs ont été retrouvés à 75 mètres à l'intérieur de la forêt, enterrés sous une couche de glace de 4 mètres d'épaisseur. Ce groupe portait des vêtements mieux adaptés que ceux des autres corps, mais de manière étrange, ils étaient vêtus des vêtements des membres de l'équipe qui étaient décédés en premier. À la suite de cette découverte, des commissions d'enquête ont été formées pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Aucune blessure évidente n'a été observée sur les corps qui expliquerait leur mort de cette manière, de sorte que l'explication la plus probable était qu'ils étaient morts en raison d'une exposition à des températures extrêmement basses. Cependant, un élément suspect a été trouvé dans l'état de Rustem Slobodin, dont le crâne était fracturé, ce qui a suscité des interrogations supplémentaires sur les causes de sa mort. Jusqu'à ce moment-là, l'équipe d'enquête n'avait pas de réponse claire sur ce qui s'était passé. Cependant, après avoir retrouvé les 4 derniers corps et les avoir examinés, la situation est devenue beaucoup plus étrange. Parmi les corps se trouvait celui de Dubonina, dont le crâne était complètement écrasé, tandis que Zolotariov et Dubonina, facilement identifiables, souffraient de fractures graves à la cage thoracique. Le médecin légiste a confirmé que ces fractures ne pouvaient être causées que par une pression énorme, précisant que les fractures ressemblaient à celles qui se produiraient si une personne était percutée par une remorque. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucune blessure extérieure ni aucune marque sur la peau pour expliquer comment ces fractures étaient survenues. L'état de Dubonina était plus étrange encore que celui de Zolotariov. En plus des fractures de la cage thoracique, sa langue avait été coupée et retrouvée près d'elle. Ses yeux étaient absents de leurs orbites et des parties de son visage étaient déformées de manière étrange, rendant difficile de croire que ces blessures pouvaient être survenues naturellement. Certains ont tenté d'expliquer cela en se basant sur la position du corps, qui était retrouvé sur le ventre près d'un petit ruisseau traversant la neige. Bien que cette théorie n'ait pas été officiellement reconnue, certains ont cherché à trouver une explication à ce qui s'était passé. La théorie la plus courante à l'époque était que l'incident était dû à une attaque d'un animal sauvage. Cependant, le problème avec cette explication était qu'aucun animal ne semble capable de choisir des parties spécifiques du corps et de laisser le reste intact, et, de plus, les corps étaient enfouis sous 1 mètre de neige, ce qui a fait rejeter cette hypothèse. Le rapport officiel publié à l'époque a conclu que les décès étaient dus à une force naturelle uniquement, sans considérer d'autres hypothèses. En conséquence, l'affaire a été fermée en mai de la même année et tous les documents, fichiers et photos ont été classés dans un archive secrète gouvernementale, où ils sont restés cachés pendant des décennies jusqu'à ce que l'enquête soit rouverte en 1999. Après 50 ans, la Fondation Dyatlov a été créée dans le but de commémorer l'incident. Yuri Komchevitch a pris la tête de la fondation et son équipe a poursuivi les investigations pour tenter de déterminer les causes des décès. Bien sûr, face à une catastrophe aussi étrange, de nombreuses théories ont émergé pour expliquer l'horreur qui s'est produite. Le nombre de théories est monté à environ 70, et bien que nous ne puissions pas toutes les présenter dans cette vidéo, nous nous contenterons des théories les plus célèbres qui ont été proposées pour expliquer l'incident. L'une des premières théories proposées était que l'incident était le résultat d'une attaque de la part des tribus Mansi, mentionnées au début de l'épisode, qui vivent près du lieu de l'accident. Ces tribus considèrent la montagne comme un lieu sacré et estiment qu'aucun étranger ne doit franchir certaines zones de la montagne.
Cela pourrait expliquer pourquoi la tribu aurait attaqué un groupe étranger à leur région. Cependant, comme nous l'avons mentionné, il n'y avait aucune trace de pas autour du site, à l'exception de celle des membres de l'expédition, ce qui rend difficile la confirmation de cette théorie. De plus, en dehors de la question des traces de pas, il n'y a aucune raison logique pour que la tribu agisse avec une telle violence. En règle générale, les membres des Mansi traitent les alpinistes qui visitent la région de manière non violente, en les éloignant de leurs frontières, sans recourir à la violence ou au meurtre. Une autre théorie qui a été proposée était celle de l'avalanche, une explication qui a été adoptée par le gouvernement soviétique puis par le gouvernement russe plus tard. Selon cette théorie, pendant que l'équipe dormait dans sa tente, une avalanche soudaine se serait produite, déversant des tonnes de neige sur le camp. Lorsque les membres de l'expédition ont commencé à réaliser ce qui se passait et ont tenté de couper la tente pour s'échapper, ils n'avaient pas le temps de s'habiller et ont fui immédiatement. Quant aux 4 corps retrouvés loin du camp, il est possible qu'ils aient été en route pour chercher de l'aide auprès des tribus Mansi. Les blessures qu'ils ont subies pourraient être le résultat d'une chute dans une zone basse, comme un ravin ou un passage, ce qui a donné son nom au site de l'incident, le passage Dyatlov. Cette théorie est soutenue par le fait que des avalanches se produisent périodiquement dans cette région, en particulier lorsque des activités humaines ont lieu près de la neige, ce qui réduit sa stabilité. Cependant, le problème avec cette théorie est qu'aucune avalanche n'a été signalée la nuit de l'incident. De plus d'une centaine de missions d'exploration ont eu lieu dans cette région auparavant, sans qu'aucune avalanche n'ait été mentionnée dans aucune d'entre elles. En outre, certaines analyses ont montré que le parcours de l'avalanche, si elle s'était produite, n'aurait pas couvert les traces de pas autour du camp, et le camp lui-même aurait été complètement enseveli sous la neige, comme cela arrive habituellement dans de tels incidents. Il y avait aussi une question importante. Comment un groupe de personnes, dans une zone avec des températures de 25 degrés C, aurait-il pu dormir dans leur tente sans vêtements appropriés? Dans des conditions normales, ils auraient dû porter des vêtements chauds et utiliser des couvertures supplémentaires, ce qui rend cette explication étrange. Et surtout, comment Dubonina et Zolotaryov ont-ils pu perdre leurs yeux et des parties de leur visage de manière inexpliquée? Toutes ces questions ont fait douter de nombreux experts de cette théorie. Au-delà des explications scientifiques et logiques, l'une des théories les plus populaires concernant l'incident était que ce qui est arrivé aux membres de l'expédition était le résultat d'une expérience militaire menée par l'armée soviétique dans le contexte politique de la guerre froide. Étant donné que la guerre froide était toujours en cours, il était naturel que le gouvernement soviétique cherche à développer de nouvelles armes en prévision de toute attaque soudaine, et les zones reculées et isolées comme les montagnes de l'Oural et les déserts de Sibérie étaient des endroits appropriés pour mener de telles expérimentations militaires. Cette hypothèse s'est répandue de manière importante, au point que certains livres ont été publiés pour la soutenir. Certains de ces livres affirmaient que l'armée soviétique menait des expériences militaires dans la région et que les membres de l'expédition avaient été trouvés par erreur, ce qui avait conduit à leur mort. Par la suite, une histoire a été inventée pour expliquer l'incident et justifier l'événement auprès de l'opinion publique. Cependant, cette théorie a également été contestée. Les opposants ont souligné qu'il n'y avait aucune justification pour la violence extrême observée sur les corps, comme la coupe de la langue et l'extirpation des yeux, ce qui semble injustifiable si l'objectif était de se débarrasser de l'équipe de manière discrète. De plus, si l'intention avait été de torturer l'équipe pour vérifier qu'ils n'étaient pas des espions des États-Unis, l'armée aurait pu se débarrasser des corps de manière plus efficace sans laisser de traces évidentes sur les corps de façon aussi violente. Bien sûr, les hypothèses ne se sont pas limitées aux explications scientifiques et rationnelles, mais des théories encore plus étranges ont également émergé parmi les gens. L'une des théories les plus célèbres était l'idée que l'incident était le résultat d'une attaque par le Yéti, ou l'homme des neiges. Le Yéti est une créature mythologique censée vivre dans les régions montagneuses et enneigées du continent asiatique. Certaines tribus locales le décrivent comme ressemblant à un singe, mesurant environ 3 mètres de hauteur, et lorsqu'il se tient dans un espace étroit, ses pieds touchent le sol et sa tête touche le plafond. On dit également qu'il marche debout comme les humains.
Selon cette théorie, l'équipe aurait pu pénétrer dans une zone dominée par ces créatures, et le Yéti ou certains membres de son espèce les auraient attaqués, les tuant et laissant les corps tels qu'ils ont été trouvés par les enquêteurs. Cependant, malgré le manque de logique de cette théorie, elle reste indémontrable, surtout lorsque l'on revient à un point clé: l'absence de traces de pas autres que celles des membres de l'expédition, ce qui rend difficile d'accepter cette idée comme explication de ce qui s'est passé. La dernière théorie qui tente d'expliquer ce qui s'est passé est que l'incident aurait été le résultat d'une rencontre avec des créatures extraterrestres, spécifiquement des entités de type 4, un type souvent mentionné dans les cas d'enlèvements humains. Les partisans de cette théorie se basent sur des rapports faisant état de l'apparition de cercles lumineux orange dans le ciel, près de la zone où l'incident a eu lieu, notamment la nuit de l'incident et la nuit précédente. Cette théorie est également soutenue par les témoignages de tribus locales, ainsi que d'autres équipes d'escalade qui se trouvaient à environ 50 km du lieu de l'incident. Ces derniers ont également rapporté avoir vu ces mêmes lumières oranges. Certains habitants de la ville d'Yvdel, d'où l'expédition est partie, ont confirmé avoir vu ces lumières étranges dans le ciel entre février et la fin mars. Ce qui renforce cette hypothèse, c'est que les investigations ont révélé des traces de radiation dans la zone. De manière surprenante, Leonid Nikitic, l'officier de police qui a dirigé l'enquête sur l'incident, a déclaré que lui et son équipe avaient eux-mêmes vu ces lumières pendant l'enquête, mais qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas en parler. Cela n'a donc pas été mentionné dans les rapports d'enquête ou dans la presse qui couvrait l'incident. Ce n'est qu'en 1990 qu'il a publié un article où il a avoué avoir vu ces lumières extraterrestres. Le plus étrange dans cette affaire est que l'enquête sur l'incident a été rouverte en 2020. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement russe a présenté un dossier d'environ 400 pages contenant les détails de l'incident. Lors de cette conférence, il a affirmé que l'incident ne présentait aucune suspicion criminelle et que ce qui s'était passé était le résultat d'un phénomène naturel, qu'il s'agisse d'une avalanche, d'un cyclone ou d'un autre événement naturel, ignorant complètement les témoignages et les récits qui avaient circulé auparavant. Cependant, malgré cette déclaration officielle, de nombreuses personnes n'ont pas cru à cette explication et sont restées convaincues que l'incident était le résultat de quelque chose d'anormal. Malgré cela, le sujet a été officiellement clos ce jour-là, et depuis, la véritable explication de ce qui s'est passé dans le passage de Dyatlov reste inconnue. Il est possible que le gouvernement russe soit au courant de la vérité, mais qu'il ait choisi de la dissimuler.